Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bien, on va donc commencer avec le séminaire. Alors c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'avoir invité à ce séminaire le professeur Klaus Michael Lehr. Comme vous le voyez, il est professeur à l'université de Saarbrücken. Alors c'est un collègue, mais également, je peux le dire, un ami. Nous nous connaissons depuis relativement longtemps. Klaus Michael Lehr, il faut le dire, a une activité très importante, en particulier au niveau européen, parce qu'il est le directeur d'un programme européen qui s'appelle Galenos et qui est, je pense d'ailleurs, le seul programme européen dans le domaine de ce que l'on appelle la galénique, c'est-à-dire pas uniquement la nanogalénique, mais la galénique d'une manière générale, c'est-à-dire la formulation des médicaments. On peut dire que c'est l'un des grands spécialistes internationaux, vous le voyez, de tout ce qui concerne l'interaction entre la culture de tissus, les cellules et, d'une manière générale, les nanomédicaments. Bon, il est l'auteur de plus de 150 ou 200 publications internationales. Je n'ai pas compté, je ne vais pas faire le compte d'apothicaire, ce serait le cas de le dire. Et dans tous les cas, je lui laisse la parole et je le remercie dans tous les cas très sincèrement d'avoir accepté de nous faire ce séminaire. Oui, merci beaucoup, Patrick. Bon après-midi, mesdames, messieurs, dames. Je suis très heureux d'être invité de parler ici dans cette fameuse université, dans cette jolie salle. Je suis vraiment impressionné. Merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt. Vous notez que mon français n'est pas le meilleur. Ça marche pour s'entendre, mais probablement ça prend peut-être 2 fois le temps qu'il me faudrait si je parle en anglais. Et with your permission, I would like to switch then to English. It goes a little bit easier and a little bit quicker for me to speak. Okay, the theme of today's lecture will indeed be cell and tissue-based in vitro models for the biological evaluation of nanomedicine. So we stay in this context, and I thought typically when I come to places, I have to explain sometimes where the Saarland is actually located, and Saarland is a very tiny state of Germany. It's very close to the German-French border, so actually this morning I had the opportunity to hop on a TGV, and it was actually only 2 hours and 50 minutes, so it's very short distance. Due to the snow, it was a little bit longer, to be honest, but it's a very convenient and not too far distance. So I like to be in Paris. It's a pleasure always to be here and not so far away. This is how is our campus looking like. You see it's a very rural area. And in fact, you see it a little bit by the older buildings outside of the town of Saarbrücken. It was actually a former French army barrack that has been now converted into a place of science, so a very, very creative conversion actually of such a place. Well, what we're doing there is drug delivery. Some people misunderstand it actually. I like the doc. This is not these kind of drugs that we are delivering. We are actually more concerned with medical problems. And as my friend Patrick already made clear, many things happens at the level of the final destination. We have to deliver not pizzas, but pharmacologically active ingredients to their site of action. And this site of action, it could be a receptor, it can be a cell, it can be an organ, but always we have to remember before we get there, there's mostly something around our body or around this compartment that we have to overcome. And this could be, for instance, the mucosa of the intestinal tract when you swallow something. It could be the skin if you put something onto your skin. You can, of course, also try to inject something, but then there is mostly an internal barrier, like the blood-brain barrier can still be there. So our interest is to look at these barriers. To make the story short,
since about 10 years, my department, my research is focusing on these biological barriers to be understood as always something that is between the site of action of a medication and the site of application of a medication. And drugs always have to be efficient and they have to be safe at the same time. So we have to look for innovative solutions, and during my presentation I will try to convince you that also in this context nanomedicine have some advantages. You see the two arrows here, they go to left and to right, and to explain what I mean by that, the right wing or right arrow, so to speak, this reflects our efforts that we have been working quite systematically on, trying to work on still more refined models on purpose in vitro that reflect these barriers so that we can see what happens when a molecule is crossing through the skin, the lungs, or the intestinal mucosa. By the way, these are the three ones that we are focusing on. There is, of course, something like the blood-brain barrier, but there are probably other experts that focus on that, so somehow I decided you cannot do everything, so these are our favorites. So this is the biopharmacy, these are the models, so to speak. On the other side, we also try to work on technologies to explore new technologies, how we eventually can overcome these barriers, so make like taxis that can help to carry cargoes to places where they normally could go, and by that makes medicines more efficient and more potent to take. Okay, nanoparticles. They are often been talked about in various contexts. I took this quote from one of my colleagues who like to talk about nanoparticles as the good, the bad, and the ugly. And in fact, I think the comparison is not that bad. Why? They're good because, and Patrick just gave us an explanation or a good example, you can make new medicines. And as you probably also know from other contexts, there are fantastic things in terms of material sciences. You can make carbon nanotubes and you can make very light tennis rackets, skis, or tires that work better based on these things. But that also raises often risk. The questions, are there any risks? Risks to the environment, risk to the health. So in that sense, sometimes nanoparticles having a bad reputation, and always working on that, we have to also see that we can do good things and keep these things in the balance. And ugly, actually, maybe it's not that ugly for a scientist. That means because they are very small, they're difficult to work with. That means they impose particular challenges. You must learn to make them, and you must develop systems to study them in an appropriate environment, which brings me back again to the in vitro models. As I told you before, working in vitro on purpose is a little bit our credo, not in that sense that we would believe we can replace any testing in man or in animal at a later stage. By no means. You have always to prove at the end in a clinical study that a medication is safe and efficient. But the problem of a clinical study is, or even of an animal experiment, it will only tell you yes or no. If it works, you get a yes, it's great. But if you get a no, it doesn't tell you exactly why it's no. And if you can put the problem that you're interested in it, and if it's crossing a particular biological barrier, you may be better off if you have the opportunity to just take a little lung or a piece of lung tissue, put it under a microscope and see what really is going on. So in that sense, we try these different barriers that you can see here. Also, I depicted the blood-brain barrier, although I'm not going to talk about it on this screen. And this is like the different models that you will see in the course of my presentation, how we are using them in different scenarios. So I have prepared a little menu of exactly 3 courses. I will start discussing an application in the area of the intestines, the mucosal barrier, particular to treat perhaps a particular state of disease, which is inflammation, and we'll come to the other 3 courses in the course of the presentation. Okay, inflammatory bowel diseases. This is not about cancer, this is different. Anyway, some of you may be familiar with it, hopefully not personally, but there are quite a few people who suffer from diseases like ulcerative colitis, Crohn's disease. Not that it's killing really, but it's extremely unpleasant. It causes pain.
It causes mucus production. You see this from these pictures. People have to go to the toilet quite frequently, and this also makes a problem that whenever you give a medication, you cannot hold the medication in place. So you have to give it repeatedly, and then you give strong doses, you give medicines that cause side effects, and all that is a problem. So where it not be nice if we had a way to bring medicines just to the site where the inflammation is and to keep it there in place in spite of the diarrhea and in spite of the frequent defecation and all these problems. That was about when we started out, I think that was in 91, so about 10 years ago, actually by a collaboration also across the border with Philippe Masson and Alf Lambrecht, a joint student of us. He was professor until recently in Besançon, and now he's professor in Bonn University, so he made a nice career. And actually I can start with some work of his PhD thesis. So he addressed that question, and very simply actually there are nanoparticles and microparticles fluorescently labeled that you can buy, that you can purchase from different suppliers. You can induce a colitis in rats. We do experiments with animals as well, yes, sometimes you have to. And then you can look where these nanoparticles are going to accumulate. And you see in the small intestines, where there's no disease, there is not much more. There is healthy pieces of the colon, there is no difference. But when you look for the inflammation, then you see the smaller the particle is, the more is a pronounced accumulation of these particles in this area. Aha. A way to bring particles to sizes where inflammation is. Well, there's not much benefit if you just have plastic beads that fluorescent, and now I have the pleasure to shorten like 3 years of a doctoral research into one slide, that it took him to make nanoparticles that release slowly an anti-inflammatory drug. And actually with the colleagues in Japan, we did this study on rats. It's very easy to understand if you just take these numbers as a score for the disease of the rat. So the higher the number, the more sick is the rat. It's so simple. So in the beginning you start, all rats are okay, score is close to 0. Then you give this TNBS, which causes the colitis to form. And except for the control group, all the rats get a disease. Then you start giving an anti-inflammatory drug called Rolipram. By the way, it's not on the market for a reason that you will soon understand. And you see all the rats who get this Rolipram, except for this control group who didn't get the Rolipram, they get better. Now I have to tell you, it's always the same dose. One group is obtaining this dose as a solution, which normally gives the best biological bioavailability. The others are getting nanoparticles. Anyway, for the first 5 days, they all get better. And then we stop the medication. And now if you watch, you see a difference. Those treated with the solution, they get worse again quite quickly. While those who we had treated with the nanoparticles, they stay better for a longer period of time. So this is exactly what we actually hope to see. And as I told you, Rolipram is not on the market for a good reason, and that reason it's penetrating through the blood-brain barrier once it's in the blood. And in the brain, it causes side effects, and you can score that in the animals by a strange behavior. So you see, if you give the medication, then you give a very high side effect score when you give the solution. If you give no drug, then no side effect, of course, but when you give the nanoparticles that gave this nice prolongation of the effect, you also see a reduction of about 50% in the effect that is to be interpreted as an adverse effect. So actually, it seems to work in both ways. The desired effect is going on longer, and the undesired effect is reduced. Looks nice if you see that it's working in rats. Well, at that stage, we thought we should now move on to clinical studies. But unfortunately, maybe that's also good, it's going into clinics. It's very highly regulated. Actually, this is maybe 5-6 months old. We are now in collaboration with my colleague Andreas Stallmach in gastroenterology in a first clinical study, and we are optimistic the effect seems to be confirmed. He is using confocal laser scanning endoscopy and can really look into patients, and he could observe the same trend. If you have only a moderately inflamed mucosa, few particles adhering. If you have a strong
inflammation, you see many particles. So again, there seems to be a correlation between particle adherence and the state of inflammation. With one difference, this we observe in humans with microparticles, not with the nanoparticles so far. But the trend seems to be the same. Okay, now going back to vitro and trying to find out what is going on. This was actually our original working hypothesis. We thought that if there is an inflammation, the spaces between the cells are opened. And as you can see, in these holes, particles can penetrate. And the smaller the particles, the better they can penetrate. And this causes that they are not flushed away in inflamed mucosa as in the healthy mucosa. You can compare that, if you are a chemist, with, let's say, size exclusion chromatography, so to speak. The inflamed gut is working like such a system. So we thought, okay, then we can maybe confirm that. And there are in vitro models like the CACO2 cell model. This is an artificial intestinal piece of mucosa based on cells. You can elicit an inflammation by giving some bacterial endotoxins, by giving some interleukins, and then you see if you give the right treatment, inflammation goes really up quite strongly. And you can also see, I put in this slide to show you, to make more clear what I'm talking about. When we're talking about cell culture system, it's never single cells that we are interested in, it's a functional epithelium. And an epithelium is only acting as a barrier if the spaces between the cells are really tight, and that can change in the different conditions. So you see here, if you have a normal cell monolayer, you see these tight junctions, they stay nicely, everything is tight, but if you give the inflammation, the cells are opening, and these proteins are also colored deep down the cells. So there is something going on. However, regarding the uptake of particles, we see only an uptake of very small nanoparticles. Larger particles are not working. And when we looked at their location, it's not that we could locate them only in these intercellular spaces. There is an increase for the inflammation, but it's in all places. So it's probably not that mechanism that we can make responsible. It seems more that the mucus production, that is a symptom that is known from the clinical observation, is also responsible in making the cells more sticky. So they produce more mucus, and perhaps, as it looks like, this is why cells are adhering to. So maybe the story is not that simple. Maybe we have to look in a more complex system. And that's actually what we started out doing then. In the context of another European nanomedicine project, we had the opportunity to develop a more advanced, a more sophisticated in vitro model, not only consisting of an epithelial cell layer, but also in comprising dendritic cells and macrophages, so that we have the immune competent cells in this system as well. And you see here, actually, by the staining, you can see these macrophages and dendritic cells. Unfortunately, we cannot really distinguish which is which, but we can see the epithelial cells there in between. And when we now actually look at nanoparticles in this context and at the macrophages, the non-inflamed control, there is not too much going on, but when you go into the inflamed state, you see the macrophages coming up and going in between the cells. So the new model that we think is probably causing the effect is that in contrast to the normal situation when everything is tight, in the state of inflammation, macrophages probably go out from the basolateral site and capture nanoparticles and take them back, and by that everything is ending in the submucosal space. And you see, I think this is an example where at the one side you can confirm things by doing some in vivo experiments with animals, even with patients. On the other side, it's good to go back in vitro and to do some more mechanistical studies by using this kind of systems and models. Okay, we already managed the first. Très bien, donc vous avez survécu au premier plat. Je vais passer au deuxième plat et vous parler d'une deuxième barrière, la barrière cutanée. C'est-à-dire la deuxième enveloppe de notre corps, la plus grande barrière au niveau de la taille. Cela représente 2 à 3 mètres carrés. Mais je dirais que ce n'est pas la barrière la plus importante. Néanmoins, c'est sans doute une barrière très importante et la plus difficile à franchir.
les interactions des médicaments ou de tout ce que vous mettez sur la peau ou de tout ce à quoi la peau est exposée va susciter différents effets et poser différentes questions. Si vous mettez un médicament sur la peau et que vous espérez qu'il pénètre le flux sanguin pour traiter des nausées ou pour traiter une hypotonie ou quoi que ce soit d'autre, on va parler d'un phénomène de perméation. Maintenant, si vous voulez traiter des pathologies dans la peau, on va parler de pénétration. Et quand vous voulez protéger la peau et certaines nanoparticules, on espère qu'elles ne vont pas pénétrer dans la peau. Et là, on parle de protection. Donc, la façon dont les nanoparticules vont se comporter par rapport à la barrière est importante. Et pour étudier cela, nous avons préparé différents modèles basés sur différents types de peau, ou modèles de peau, sur de la peau entière, sur les couches les plus profondes de la peau, ou sur des équivalents de peau reconstitués. Ici, ce sont des cultures cellulaires que nous utilisons pour différents objectifs. Comme vous le voyez ici, il y a une bonne corrélation entre les expériences que l'on fait en in vitro, que nous avions fait il y avait quelques années, et on avait prélevé de la peau sur un patient, évidemment avec son accord et en collaboration avec des plasticiens, avec des chirurgiens plastiques. Et c'était des patients qui étaient extrêmement en très grosse surcharge pondérale. Et donc il y avait eu un anneau gastrique qui avait été posé avec une ablation d'une partie de l'estomac parce que l'estomac était beaucoup trop important. Et c'est ce qui nous avait permis de faire l'étude. Donc nous avons pu mener cette expérience sur des morceaux de peau qui étaient prélevés directement sur le patient avant perte de poids, parce qu'après la pose de l'anneau gastrique, les patients en surpoids ont perdu du poids. Et on a ensuite procédé à une mégaloplastie, c'est-à-dire qu'on a éliminé des lambeaux de chair et ensuite on a pu faire une deuxième série d'essais sur les lambeaux de peau qui avaient été excisés. Ce que nous avons vu, la question maintenant, c'est de savoir quel est le rôle des nanoparticules pour la délivrance de médicaments. Est-ce que les nanoparticules peuvent augmenter le transport percutané des médicaments? Donc c'est un sujet que nous avons donné à nos étudiants pour leur thèse, et Ravia Luengo, qui nous venait d'Almeria, et Barbara Weiss d'Allemagne ont collaboré, et vous voyez ici ces nanoparticules, évidemment prises au microscope électronique, et qui ont ensuite été incluses dans une préparation à base de gel, qui a ensuite été appliquée sur la peau. Et cela a permis de voir ce qui se passait. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, car si vous mettez une petite molécule, si on avait eu des petites particules, des nanoparticules, on aurait pu voir des co-effets, mais nous ne nous attendions pas à voir une amplification du résultat. Pour autant, c'est ce qui s'est produit. À chaque fois qu'on a utilisé ces nanoparticules d'acide polylactique, les nanoparticules citées par notre collègue couvreur, on a vu une amplification de la pénétration dans la peau. Donc ce sont des nanoparticules, mais qui restent quand même d'une taille relativement importante dans le monde des nanoparticules. Donc il y avait deux questions qui se posaient. La première était de savoir si ces nanoparticules pénétraient dans la cellule. Et vous voyez qu'ici, qu'elles ne pénètrent que dans les espaces entre les cellules, les espaces intercellulaires. Ensuite, nous nous sommes dit, peut-être que ça passe par les bulbes pileux et par les follicules capillaires. Peut-être que ça va passer par les follicules pileux. Et nos collègues Osasnik et Ledman ont étudié cela et ont démontré qu'ils ne passaient pas tellement par là. Oui, en fonction de leur size,
de leur taille, elles vont passer par un mécanisme mécanique en quelque sorte, mais pas tant que ça. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons reconstitué un équivalent de peau, une culture cellulaire très similaire à la peau, mais beaucoup plus facile à travailler. Parce qu'il n'y a pas de follicules pileux. Donc nous avons recommencé l'expérience avec des nanoparticules et des particules qui ne sont pas des nanoparticules. Et à notre surprise, dans ce système, qui est un équivalent de la peau, on a constaté un effet encore plus prononcé. Donc, dans un système sans follicules pileux, l'effet est encore plus fort. Donc, la pénétration ne peut pas s'expliquer par les follicules pileux. Donc, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peut-être est-ce la chimie du polymère, parce que c'était tout ce qui nous restait. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde cet acide, eh bien, comme dans la dernière expérience présentée par Patrick, tout va dépendre du pH parce que cela modifie l'état d'ionisation. Et dans un environnement acide, vous avez des particules qui sont plus lipophiles et qui peuvent mieux pénétrer dans la peau. Donc, s'il y a modification de pH à cause du polymère, nous ne serions pas en mesure de le voir. Donc, nous avons incorporé cela dans des nanoparticules et dans des microparticules. Nous avons intégré un colorant fluorescent. Et à chaque fois que le pH passe en dessous de 5, il tourne au vert. Et vous voyez ici qu'il y a beaucoup de particules qui tournent au vert. Si vous avez des particules de gomme arabique, en revanche, vous ne voyez pas cet effet. Si vous prenez d'autres médicaments qui sont des bases, comme la caféine par exemple, l'effet sera opposé, donc vous n'aurez pas d'amplification du transport, et c'est ce que nous avons, ou de la vectorisation, et c'est ce que nous avons également constaté. Donc, il semble que nous ayons un phénomène strictement chimique et que ce soit ce phénomène chimique qui soit à l'action. Et c'est tout à fait intéressant quand on parle de nanomédicaments et qu'on pense que tout est dû à l'aspect nano. Eh bien, même dans les nanoparticules, tout n'est pas dû à l'effet nano et la chimie des matériaux reste l'élément le plus important ici, et je pense que c'est une raison pour laquelle nous devons faire attention quand nous parlons de nanotechnologie, de ne pas nous laisser emporter par la mode. Les nanotechnologies sont très intéressantes, mais elles ne font pas tout. Et vous venez de résister à mon deuxième plat, je vais donc vous servir le dessert. Parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection, c'est l'apport de médicaments par les poumons. Donc, sauf si vous souhaitez traiter les poumons, des poumons malades, comme des poumons atteints d'asthme. On voit depuis 50 ans les gens prendre des inhalateurs. Mais là, je vous parle de quelque chose de très différent. Je vous parle de l'utilisation des poumons comme organes permettant la pénétration de molécules dans l'organisme. Certains d'entre vous ont sans doute vu qu'il y avait des développements très intéressants au niveau de l'insuline, mais que pour des raisons strictement économiques, c'est-à-dire que ces développements étaient beaucoup trop chers par rapport à l'utilisation d'une aiguille hypodermique, donc ça n'a pas été plus loin. Mais nous continuons, nous, à travailler, à faire des recherches dans ce domaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un domaine très prometteur pour le traitement, pour l'apport de médicaments. Les poumons sont des organes très importants, très gros. La surface des alvéoles d'un poumon, c'est aussi grand qu'un court de tennis. Et je vous ai mis un torchon là, ou une serviette, qui va représenter la taille des bronchioles, de la superficie des bronchioles. Donc, si vous voulez aller plus profondeur et atteindre cette barrière, vous arrivez à une superficie très très importante. Et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, les poumons sont une possibilité d'apport de traitements et de médicaments très importante. Ici, le professeur Guerre, un de mes collègues, m'a donné ce cliché qui montre une bronchiole qui a une dimension de 6 à 7 micromètres en longueur et de 1 à 2 micromètres en épaisseur. Et vous avez ici un vaisseau sanguin. Et ici, juste au-dessus du vaisseau sanguin, vous avez la membrane. Vous avez
membrane de l'alvéole. Et ce n'est pas la barrière hémato-ménagée, mais la barrière hémato-pulmonaire. Et vous voyez ici une grande présence de cellules à la fois dans l'endothélium et dans l'épithélium, mais on ne sait pas comment elles sont impliquées dans l'absorption de molécules telles que l'insuline ou autres particules. Et c'est évidemment quelque chose que nous souhaitons rechercher. Mes 2 dernières diapositives sont vraisemblablement moins intéressantes, mais je souhaitais quand même vous les montrer. De mon point de vue, à l'avenir, quand on va travailler sur les nanomédicaments, on va voir de gros développements dans les nanomédicaments par inhalation. Quels sont les avantages potentiels? Eh bien, c'est que des particules aussi petites que 20 nanomètres pourront pénétrer mieux dans les poumons que des particules de 1 à 2 microns. Mais pour être réaliste, pour avoir des aérosols qui soient si petits, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas forcément les technologies disponibles. Et cette année, on a déjà parlé avec David Weiss de particules beaucoup plus grandes, mais les petites particules, c'est difficile. Et puis, nous continuons à avoir besoin d'apporter des doses importantes. Et quand on a des petites particules, ça veut dire beaucoup de particules. Et du coup, le problème peut être que nous devrons demander aux patients de prendre une thérapie par inhalation pendant très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le potentiel pour des nanomédicaments par inhalation n'est peut-être pas énorme. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais la deuxième façon de voir les choses est intéressante. Nous disposons de moyens permettant d'apporter des médicaments dans les poumons depuis 50 ou 60 ans. Mais le problème, c'est qu'on les amène aux poumons, ces médicaments, et après, on s'en fiche de ce qui se passe. On ne s'intéresse plus à ce qui se passe. Et le tout est de savoir si ces médicaments passent par la barrière hémato-pulmonaire. Or, on sait que le taux de pénétration est très petit et pourrait être amélioré. Est-ce que l'on peut contrôler ou éviter l'élimination par les poumons, c'est-à-dire créer une plateforme pour la libération contrôlée des médicaments? Il y a des maladies mortelles et pour se maintenir en vie, les patients doivent s'inhaler 7 à 8 fois par jour, ce qui est beaucoup. Si on pouvait améliorer la rétention et la libération progressive des principes actifs dans le poumon, à ce moment-là, le nombre d'inhalations pourrait être réduit, ce qui serait un sacré progrès. Et si l'on pouvait avoir un ciblage spécifique en fonction des cellules, nous pourrions avoir des traitements plus ciblés. Donc ça, c'est évidemment beaucoup de travail, mais c'est là tout le potentiel pour l'avenir. Et voici les dernières minutes de ma présentation. Donc je voulais vous parler maintenant des recherches que nous faisons dans ces domaines. Et pour commencer, je voudrais répéter très rapidement à ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers du système respiratoire que nous devons faire le distinguo entre 2 parties du poumon, donc la partie supérieure, les voies respiratoires supérieures, qui est donc ce que je représentais par mon cours de tennis et qui est assez épais. Et ensuite, vous avez le poumon profond. Et ça, c'est la zone respiratoire. Ici, c'est simplement apporter de l'air au poumon. Et c'est là que vous avez le transport de l'oxygène vers le flux sanguin. Donc, ce sont des zones différentes avec des fonctionnalités différentes et du coup, le rôle de l'épithélium est différent. Vous avez, dans la partie supérieure, vous avez cet épithélium qui ressemble un petit peu aux muqueuses intestinales. Plus en profondeur, vous avez un épithélium extrêmement fin et absolument fantastique
qui se caractérise par la barrière alvéolaire épithéliale. Et l'un des problèmes auxquels nous avons dû faire face lorsque nous avons commencé à faire des recherches là-dessus, c'est que nous ne disposions pas de modèles appropriés pour ces tissus pulmonaires profonds. Nous avions des modèles pour la partie supérieure, mais pas pour la partie profonde inférieure. Donc, nous avons travaillé pour essayer de récolter des cellules qui présentent les caractéristiques de ce qu'on appelle les cellules de type 1, très étalées et qui jouent le rôle de barrière. Ici, vous avez le plan d'une alvéole. C'est comme si on avait plein de bulles dans notre peau. Si on pouvait déplier, c'est à ça que ça ressemblerait. Donc, le protagoniste, le chercheur ici est Katharina Elbit, qui a passé sa thèse dans mon laboratoire. Elle a travaillé avec le reste de l'équipe et le professeur Schaefers et le professeur Hoover, qui lui ont fourni chaque semaine des prélèvements de tissus pulmonaires humains prélevés sur des patients qui avaient subi des interventions chirurgicales. Et à partir de ces tissus, nous avons pu isoler les cellules dites de type 2. Et ces cellules de type 2 ont, au bout de 9 jours, se sont transformées dans ces cellules très allongées, très caractéristiques. Ici, vous voyez les jonctions entre les cellules qui sont très importantes pour créer la barrière. Et il s'agit là d'une barrière très intense, bien meilleure que celle de la souche cellulaire A549. Si vous vous intéressez à la fonctionnalité de tout l'épithélium, vous voyez ici, à partir de cette photo, que il y a beaucoup de fuites entre les différentes cellules. C'est absolument pas imperméable. Bien entendu, nous avons également travaillé. Vous voyez ici les cavéolas et l'ouverture de ces petites bulles ici. Le diamètre est de 50 nanomètres approximativement, donc on peut imaginer que les nanoparticules puissent passer par ces ouvertures. C'est une véritable révolution qui a été apportée par la microscopie électronique qui nous permet de prendre des clichés. Bientôt, nous pourrons prendre des films et avec des films, nous pourrons montrer les changements dynamiques qui s'opèrent. Mais déjà, ces photos permettent de comprendre comment ces nanoparticules peuvent traverser les muqueuses. Très bien. Pour ne pas vous encombrer de détails, mais pour nous concentrer maintenant sur cette partie qui, comme je vous le disais tout à l'heure, pourrait être une option intéressante pour l'avenir, si nous pouvions contrôler les mécanismes d'élimination au niveau pulmonaire. Il faut être tout à fait audacieux et mettre au point des choses qui, en principe, ne peuvent pas exister. C'est comme si vous disiez, à chaque fois que je lance une balle de tennis en hauteur, eh bien, elle va retomber. Eh bien, il faut essayer de se dire que on va essayer de faire en sorte de créer des balles de tennis qui vont rester en l'air un petit peu comme des avions, comme des aéronefs. Donc, nous allons travailler sur l'élimination par les macrophages. Donc, le processus d'élimination est absolument fascinant, en fait. Il est médié par les cils qui sont sur les cellules, qui déplacent les glaires. Et pour étudier ce processus de façon détaillée, sans prendre des modèles animaux, nous avons cultivé des cellules et nous avons utilisé également des œufs de poules fertilisés que nous avons incubés pendant 20 jours, ce qui nous donne un embryon d'oiseau bien développé. À partir de cet embryon, on prélève la trachée que l'on ouvre sur la longueur, puis on dépose des particules. Et au bout d'un moment, on observe que les particules se sont déplacées en bas à gauche, en haut à droite,
Et si vous regardez les choses au microscope et avec la vidéo, on voit ce qui se passe. Et on peut imaginer que si on avait un logiciel, on pourrait modifier le rythme auquel se déplacent les particules. Vous contrôlez tout le reste, comme la température, etc. Et de ce fait, vous pouvez poser des questions scientifiques. Notamment, y a-t-il des différences du taux d'élimination entre les nanoparticules et les microparticules? Ici, vous avez les nanoparticules en haut, les microparticules en bas, et vous voyez que le taux d'élimination est similaire. Donc là, les nanoparticules n'ont pas beaucoup d'impact sur l'élimination par les microcils. Ceci étant, nous avons poursuivi notre projet, nous avons mis au point différents polymères et avec des polyéthylène-glycols, différents polyéthylène-glycols, vous pouvez avoir une élimination très rapide. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet pour étudier le mécanisme plus avant. Voici à quoi ressemble notre système. La muqueuse est une couche de transition très complexe qui se situe au-dessus des cellules et vous pouvez imaginer différentes manières pour que les particules puissent interagir. Imaginez que vous ayez des particules qui soient éliminées rapidement et d'autres qui soient éliminées lentement. Si elles étaient indépendantes, voici celles-ci qui sont éliminées rapidement, celles-ci lentement. Et ce serait le système idéal pour une application pharmaceutique. Vous auriez certaines particules qui seraient éliminées rapidement, comme les particules de matériaux vecteurs, et les particules de principe actif qui seraient éliminées beaucoup plus lentement. Ici, ces particules qui pénètrent, qui changent la structure des glaires et qui le transforment en gel, et ce qui modifie le processus d'élimination par les cils. Voilà, maintenant, ceci étant dit, nous avons entamé une collaboration avec Samuel Mitraghi à Santa Barbara qui a travaillé sur des microparticules de différentes formes, des baguettes ou des sphères. Et il a voulu que nous étudions les effets. Il semblerait que les sphères sont éliminées plus rapidement que les baguettes. Si on les regarde l'un après l'autre. Néanmoins, si vous procédez aux deux expériences en même temps, vous avez une élimination lente pour les deux. Donc, il semble que les sphères ralentissent l'élimination par les cils de la muqueuse. Et du coup, on a un équilibre ici sur les deux processus d'élimination pour les nanoparticules en sphère et en bâton. Maintenant, parlons de l'élimination par les macrophages. Les macrophages, on peut cultiver des macrophages alvéolaires, ce qui était très difficile, mais aujourd'hui, nous utilisons des macrophages alvéolaires de rats sur des macrophages cellulaires humains, et cela donne des résultats relativement intéressants. Ce que l'on constate ici, ce sont des macroparticules qui sont beaucoup trop grandes pour être absorbées par les macrophages. Néanmoins, si vous prenez des nanoparticules, ils sont absorbés par les macrophages très rapidement. Il est intéressant de noter que les particules ici, de cette taille moyenne, sont absorbées normalement par les macrophages à 37 degrés C, mais si vous apportez des inhibiteurs métaboliques ou si vous abaissez la température, ils restent en dehors des macrophages. Ce n'est pas le cas avec les vraies nanoparticules. Ici, vous avez des nanoparticules de quelques centaines de nanomètres en taille et qui sont absorbés même à des températures différentes. Donc, ce n'est pas un mécanisme qui soit médié par l'invagination de la membrane. Je pense que c'est plutôt qu'il passe par la membrane en fonction de différents types de phénomènes biophysiques. Maintenant, à l'opposé, ici, nous voyons une élimination en fonction de la taille. Les macrophages prennent les nanoparticules différemment des microparticules. Et ce
qu'il nous faut maintenant, c'est étudier les mécanismes parce que en plus du revêtement alvéolaire, vous avez une couche de protéines tensioactives et nous pensons que l'une des raisons pour lesquelles les nanoparticules ont une plus grande interaction avec les cellules que d'autres, c'est à cause des interactions avec ces protéines tensioactives qui sont à la surface des particules. Donc il y a sans doute, et c'est là l'hypothèse que nous formulons aujourd'hui, il y a un second messager qui joue la médiation. Et si nous regardons différents types de nanoparticules et la manière dont elles absorbent les protéines tensioactives, et notamment la protéine tensioactive A, on voit des différences. Vous avez des polymères tels que le chitosan qui absorbent beaucoup, alors que d'autres polymères tels que l'amidon absorbent moins de ces protéines. Néanmoins, ceci étant, les travaux sont actuellement en cours. Il semblerait que si vous calculez la quantité de protéines qui peuvent être liées à la surface de ces particules, eh bien, vous avez une surcharge en quelque sorte. Les données semblent indiquer qu'il y a une très grande agglomération de ces protéines sur la surface de la nanoparticule et vous avez 3, 4, 5 fois la superficie disponible. Donc vous avez véritablement une agglomération de ces protéines sur la surface. Et cette hypothèse semble indiquer que cela ait un rôle à jouer quand on administre les nanoparticules dans le flux sanguin et que c'est pour ça que ces nanoparticules ne peuvent interagir avec la barrière hémato-ménagée. Maintenant, je voulais simplement vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ou 4 ans qui est financé par la Fondation de lutte contre le cancer en Allemagne. Nous travaillons là-dessus en collaboration avec une équipe de Stuttgart et l'idée pourrait, ou en tout cas représente un concept intéressant pour la mise au point de médicaments de lutte contre le cancer par différents principes chimiques. La polymérase est une enzyme très intéressante, surtout dans la recherche contre le cancer ou quand on cherche des thérapies contre le cancer. Et ce, pour différentes raisons. Lorsque les cellules sont divisées, à la fin d'un chromosome, les télomères sont séparés. À chaque fois que la cellule se divise, il y a séparation du télomère. À un moment dans le temps, la division cellulaire n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle l'atteinte de la limite de Hayflick. C'est ce qui signifie à la cellule, voilà, ça suffit maintenant, il est temps de passer en apoptose, il est temps de mourir, d'entrer en sénescence. C'est le processus de la vie. Et dans le processus de cancer, le gros problème, c'est que les tumeurs n'arrêtent pas de se développer et il y a une enzyme, la télomérase, qui s'attache et qui rattache un morceau d'ADN à chaque fois qu'il y a eu division cellulaire. Donc, dans les cellules cancéreuses, dans la mesure où vous avez cette enzyme de réparation qu'est la télomérase, la sénescence et l'apoptose ne peuvent jamais être atteintes. Et le concept, c'est que si vous avez un inhibiteur sélectif pour cette enzyme, eh bien, il devrait être possible de faire entrer les cellules cancéreuses en apoptose, donc de mieux les traiter avec d'autres médicaments qui sont souvent beaucoup trop agressifs pour être bien tolérés par le patient. Le problème ici, c'est que l'administration de télomérase n'est pas chose facile d'un point de vue pharmaceutique. Vous avez surtout des médicaments à base d'ADN comme les agents antisens qui sont chargés négativement et qui ne passent pas facilement dans les cellules et qui sont éliminés par le foie. Donc ce que nous avons fait, ce que nous avons proposé et ce que nous avions déjà développé par le passé, ce sont des nanoparticules pégylées chargées négativement. Et un de nos thésards dans notre laboratoire avait montré comment il était possible d'entourer ces nanoparticules d'un revêtement de chitosan pour les rendre chargées positivement, tout en ayant quand même une nanoparticule. Donc ici, vous avez l'ADN du plasmide, et l'idée, c'était de combiner cela, ces nanoparticules, avec
ces ARN méthyle antisens, vous pourriez obtenir ce résultat. Et ce que vous voyez ici, je vous ai montré ici cette souche de cellules cancéreuses et vous voyez qu'il y a une forte absorption au niveau des cellules, alors qu'ici, vous avez une absorption bien moindre dans les cellules. Donc, les nanoparticules rentrent dans les cellules. Et dans les cellules, cela réduit l'activité de la télomérase. On a pu démontrer la réduction de l'activité de la télomérase. Et donc, du coup, la longueur de vie de la télomérase a été réduite. Ceci a été démontré. Nous avons désormais un étudiant du réseau Galenos qui travaille à Paris Sud et qui travaille sur un système liposomal. Et aujourd'hui, nous avons deux systèmes de délivrance, l'un à base de siARN et l'autre en base d'ARN antisens. Et nous pensons qu'il est maintenant temps de passer au modèle animal. Nous sommes en cours d'établissement d'une tumeur du poumon chez le rat, ce qui n'est pas si facile. Il faut la cultiver en différents lieux. Et les premiers résultats, il faut rester très modeste, mais avec ces deux lignes de cellules, nous avons des résultats qui sont reproductibles. Nous allons maintenant passer à l'évaluation des résultats de ce traitement. Et sur ces mots, je suis parfaitement dans les temps pour conclure cette leçon. Je souhaitais vous remercier pour votre attention. Je souhaitais également remercier les membres de mon équipe. Ici, une photo qui a été prise à l'université de la Sarre. Il n'y avait pas beaucoup de neige à l'époque. Il me semble que ce matin, quand je suis partie, nous en avions jusque 30 cm, ce qui est assez extraordinaire au niveau du temps. Merci infiniment, et si vous souhaitez venir nous voir à Sarrebruck, et si vous aimez le sujet dont nous venons de parler, je me permets de vous signaler que nous organisons une conférence à Sarrebruck sur les barrières biologiques dans le contexte de la nanotoxicologie et des nanomédecines du 21 mars au 1er avril 2010. Peut-être aurai-je l'occasion de retrouver certains d'entre vous. Merci infiniment.